Poursuivons avec nos invités de cette première table ronde. Il s'agit du coup de les accueillir chaleureusement. Dorothée Bedoc, qui est administratrice de l'UDES et directrice générale adjointe de Nexem. Luc Mathieu, secrétaire national de la CFDT en charge de l'ESS. Antonin Grégorio, directeur général de l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Anne-Sophie de Boulois, fondatrice et directrice générale de Zazie Hôtel. Elle est représentante également de la FEI. Joséphine Delpera, déléguée générale d'AnimaFac. Et enfin, Jeanne Bretéché, cofondatrice et présidente de Social Good Accelerator Europe. Bonjour à tous les 6. Une belle table ronde. Alors, avant de commencer nos échanges, est-ce que vous pouvez réagir sur ce que vous venez d'entendre, sur le témoignage de Nadia? Qui veut prendre la parole? Oui? Allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Oui, moi j'étais très sensible à ce témoignage quand même très fort qui positionne quand même d'emblée les sujets là où ils doivent être. Et c'est vrai que les résultats de dimanche et ce qui va se passer dans les semaines à venir nous interrogent quand même fortement. Tout le monde est un peu sous le choc, même si on ne devrait pas l'être, parce que les résultats de dimanche ne sont que strictement sont strictement identiques aux sondages en fait qui étaient parus avant. Voilà. Euh, donc il y a pour ce qui est de la CFDT, en tout cas clairement, même si on a rompu le lien avec le politique il y a bien longtemps aujourd'hui, on garde sur la question de l'extrême droite un positionnement qui est très fort, c'est-à-dire tout faire pour que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir, parce que les électeurs aujourd'hui qui ont voté pour le Rassemblement national ou d'autres dimanche, en fait, sont trompés par ces organisations. Je prends qu'un exemple. Il ne faut pas se laisser. C'est pas parce qu'on a un joli costume à l'Assemblée nationale que on a changé. Je rappelle simplement, pas plus tard que dimanche soir, Gabriel Lousteau, le dirigeant du GUD Paris, a été arrêté suite à une agression homophobe. Qu'est-ce qu'on dit, les gens avec lesquels il était, vivement dans 3 semaines, qu'on puisse casser du PD comme on a envie. C'est ça l'extrême droite. Ça a toujours été ça, et ça sera ça après le 7 juillet, et vous pouvez remplacer le mot PD par le mot migrant, par le mot arabe, par tout ce que vous voulez. C'est ça la réalité. Et donc, nous, on appelle évidemment à la mobilisation de tous pour faire échec à l'extrême droite. Ça passe par une grande manifestation samedi un peu partout en France, appelée par un certain nombre d'organisations syndicales, par des associations et aussi par des partis politiques. Et j'espère qu'on sera très nombreux pour montrer que la France, ça n'est pas que l'extrême droite. Voilà. Merci Luc. Une autre réaction? Oui, pour la Fédération des entreprises d'insertion, j'étais avec le conseil hier. Donc évidemment, les sujets ont été largement politiques. On partage la sidération, bien que effectivement les résultats des élections européennes étaient un tout petit peu prévus à quelques deltas, à quelques pouillèmes près. Mais là, ce résultat, il est déporté par la décision du président de la République sur le territoire national. Maintenant, c'est ici que les choses se passent. Donc, c'est le moment de la détermination, de la combativité, peut-être aussi de la pédagogie. C'est vrai que les 30-40% d'électeurs qui ont voté à l'extrême droite sont aussi probablement nos voisins, peut-être pour nous, entreprises d'insertion, nos salariés, possible, nos prestataires, nos collègues, nos voisins, voilà, des gens qui sont proches de nous, avec qui il y a certainement un effort de démonstration, d'explication, une bascule qui est peut-être possible, et chacun avec ses moyens et sa combativité, sa manière de combattre, on est déterminé à travailler dans ce sens-là.
Bonjour à toutes et tous. Je voulais vous remercier à nouveau, notre grande témoin, je ne la vois plus, mais pour ce témoignage très fort. C'était inspirant et nous, à Animafac, on milite, on est un réseau d'associations jeunes et étudiantes, notamment sur les enjeux de solidarité internationale, l'enjeu aussi de l'accueil des étudiants et des étudiantes qui n'arrivent pas toujours par la voie la plus facile et comment on parvient à les faire rester auprès de nous et à rejoindre notre système universitaire associatif, le travail. Donc c'était important, je crois, de le rappeler aujourd'hui. Et ensuite, si je dois revenir un petit peu sur l'actualité politique, le score de l'extrême droite, le choc aussi de la dissolution de l'Assemblée nationale. Du point de vue d'Animafac, en tout cas, ce réseau d'associations de la fameuse jeunesse qui a été très pointée du doigt dimanche soir, je crois, celle qui est relativement une variable d'ajustement dans le cadre du débat public. D'ailleurs, en amont, quand on parle des programmes, on a vu que la jeunesse de Bardella à la télé, celle du Star System sur TikTok. On n'a pas entendu celle qui se mobilise, celle qui est engagée. Pourtant, elle existe. Le vote du Rassemblement national, il a augmenté chez les jeunes, mais ce n'est pas le vote des jeunes. L'abstention a été très élevée partout. Et moi, ce qu'on voit à Animafac, en tout cas, c'est qu'on accompagne des jeunes qui n'ont pas des parcours classiques de politique, qui n'ont pas fait les syndicats étudiants, qui ne savent pas ce que c'est du porte-à-porte et du démarchage pour convaincre les copains d'aller voter. Mais ils ont envie de le faire. Il et elle nous ont toutes et tous appelés dès dimanche soir. Ils ont demandé des outils, des ressources, comment convaincre, comment apprendre à faire campagne en 3 semaines. Ils sont pour la plupart terrifiés à l'idée de ce qui les attend. Donc voilà, nous on se met au service de cette mobilisation au maximum en termes d'outillage et on sait que le mouvement associatif, le pacte du pouvoir de vivre sont là aussi à nos côtés pour proposer des alternatives. On va en avoir besoin, on va avoir besoin de vendre du rêve et pas que de la peur sur les 3 semaines qui viennent. Ça va être essentiel. Voilà. Merci pour votre témoignage. Merci, Amélie. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que le discours de Nadia, c'est celui qui devrait être diffusé partout. Et plutôt que d'avoir des concentrations des médias avec Bolloré et ses copains qui nous diffusent des trucs anxiogènes toute la journée sur CNews, ce serait bien qu'on ait plutôt ce genre de discours qui, peut-être un jour, était plutôt majoritaire. Et c'est comme ça qu'on voyait les sujets. Juste pour vous dire, moi, hier soir, j'habite au-dessus d'un point de deal de drogue, vous voyez, avec des choufs, des guetteurs, des gens comme ça. Et hier, il est arrivé quelque chose de très nouveau. Il y avait, ils ont entre 12 et 25 ans, il n'y a pas que des dealers là-dedans, et des jeunes du quartier qui sont là parce qu'ils sont dans le quartier. Et il y a 3 gars qui arrivent, 22h, et qui disent ces mots. C'était pas les PD, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était les Noirs et les Arabes. Et ils disaient, dans 3 semaines, on va pouvoir se payer votre pot. On va pouvoir revenir et on va y aller. Vous voyez, c'est ça qui est en train de se passer. Alors, peut-être que le président et un certain nombre d'élites ne le voient pas parce qu'ils n'habitent pas dans ces quartiers. Mais nous, c'est ça qui nous fait peur. Enfin, en tout cas, moi, chez moi, c'est ça qui me fait peur. C'est l'étincelle. C'est que là, ça va se lâcher. C'est un vrai sujet après le 7 juillet, et même avant le 7 juillet. Mais c'est le vrai sujet. Et qui peut fortement nous inquiéter. Et juste 2 éléments par rapport aux politiques. On ne va pas faire en 3 semaines, ou rétablir en 3 semaines ce qui est parti en lambeaux en 30 ans. Enfin, je veux dire, pas se mentir. C'est pas vrai. Et moi, je voudrais dire 2 choses. La première, c'est où est l'éducation populaire, en fait. À force d'avoir pété toute l'intermédiation, toutes les associations, tous les espaces d'éducation populaire, ben voilà, hein, on en paye le prix. Et moi, je me demande, et je me dis, nous, les associations, avec toutes les assos d'éducation populaire, comment, dans ces 3 semaines, on peut aussi aller faire du lien et comment il faut pouvoir les réhabiliter. À ce titre, parce qu'il y a beaucoup de lectures anxiogènes en ce moment ou qui peuvent nous faire peur, il y en a qui peuvent nous réjouir. Je vous invite à lire un bouquin qui s'appelle La vie est à nous d'Adrien Klein. Alors, il prône le droit à la paresse pour quelqu'un qui prône le droit à l'emploi. C'est bizarre, mais en ce moment, il a sorti cet ouvrage et qui est intéressant. Il réhabilite dans une espèce d'utopie Léo Lagrange, ces grands noms, et il dit il faut créer partout des granges, ces espaces où on pourrait venir discuter. Et c'est ça qui nous manque, des endroits où on peut discuter, jouer, débattre, se connaître, et surtout sortir de nos couloirs. Arrêter d'avoir des élites qui ne sont qu'avec des élites, et par le cas des élites, les pauvres avec les pauvres. Et je le vois bien. Et dans le quartier où j'habite, je peux vous dire,
on les voit peu, ces élites, voire on les voit même jamais. Donc je pense qu'on est aussi assez seul, et on a appris, et peut-être on s'est habitué post-confinement et tout ça, à rester seul. Voilà. Et donc on est là avec nos réseaux sociaux, enfermés un peu chez nous. Je caricature à peine, mais il y a quand même ce sujet qui est posé. Et donc c'est réhabiliter ces lieux et réhabiliter cette éducation populaire qui nous permet de faire République. Voilà. C'est des grands mots, mais je pense que c'est une réalité. Et dernier élément qui est quand même assez scandaleux, enfin je le dis à titre personnel, c'est les conditions dans lesquelles ce scrutin est mené. 3 semaines. Alors il y a 3 saisines du Conseil constitutionnel en ce moment, mais c'est pas possible. On ne peut pas respecter notre démocratie, et j'en termine là, en faisant un scrutin dans 3 semaines qui, à mon avis, est totalement abject. Voilà. Merci beaucoup, Antonin. Un dernier petit mot avant qu'on commence nos échanges. Oui, alors moi je voulais remercier également pour ce témoignage parce qu'il est important. On parle toujours des migrants. Ça massifie, ça déshumanise les personnes qui ont fait ce parcours. Donc je pense que c'est important, qu'il faut qu'on multiplie ce type de témoignages pour mettre des visages. Et parce qu'en effet, migrer, c'est prendre sa vie en main, c'est être acteur de sa propre vie. Donc c'est important de se le rappeler. Nous, on a des associations qui accueillent les migrants primo-arrivants qui sont souvent dans des situations de détresse extrême. Tous les parcours ne sont pas aussi beaux que celui qui vient d'être conté, évidemment. Néanmoins, il y en a, et ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important de se le rappeler. Après, moi, je représente ici l'UDES. On est, nous aussi, un peu sidérés, comme tout le monde, de la situation actuelle. On va réunir nos instances tout début de semaine prochaine pour se mettre en ordre de marche pour faire face à cette période, comme chacun. Donc, on s'exprimera sur ces sujets-là, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, en 2024, que signifie bien vivre au travail ? Nous l'avons vu, l'épidémie de Covid-19 et les confinements successifs nous ont poussés à redéfinir notre équilibre vie privée, vie professionnelle. Ceci cumulé à la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans nos vies et nos métiers amène à repenser la notion même de travail. La santé mentale n'a jamais été autant au cœur des préoccupations touchant toutes les catégories d'âge et de classes sociales. Comme souvent, les plus fragiles sont directement touchés par ces bouleversements. L'économie sociale et solidaire, qui fête ses 10 ans d'inscription dans la loi française cette année, a plus que jamais un rôle central à jouer dans une société pressée par l'urgence sociale et écologique et la recherche également de sens dans un monde régi par un capitalisme et un individualisme qui n'en a plus. En résultent les résultats dans les urnes que nous connaissons. Alors, pour commencer, Anne-Sophie, vous avez voulu mettre du sens, pour reparler du sens, à votre vie en créant en 2012 votre entreprise d'insertion à Paris, Zazie Hotel. Pouvez-vous nous raconter pourquoi ? Je pense que vous voulez que je parle un peu de bifurcation personnelle, c'est ça ? Oui, du sens de votre... Moi, en effet, j'ai une vie dans le travail pendant 20 ans, quasiment, dans une entreprise qui n'était pas une entreprise de l'économie solidaire et sociale, qui était une entreprise d'édition, mais bon, là, c'est un petit peu différent quand même. Et effectivement, à la faveur d'un changement, comment dire, personnel, j'ai souhaité m'intéresser aux questions du travail, précisément. C'est vraiment le sujet du travail qui m'a amenée à l'ESS. Il me semblait que le travail était malmené, déstructuré et finalement perdait son sens à force d'être tronçonné, morcelé, abîmé en quelque sorte. Et j'ai été tout à fait intéressée par cette idée. D'ailleurs, je m'y suis intéressée aussi à l'université. Après, en reprise d'études, mais il m'a semblé qu'il était utile de réenvisager les dimensions, l'intégralité des dimensions du travail, donc la dimension d'intégration, donc ce dont on parlait, c'est-à-dire trouver un job et pouvoir en vivre
à l'idéal. Sa dimension également sociale, d'intégration, d'insertion sociale, pouvoir être dans un environnement avec avoir des échanges sur, cette contribution que nous avons à la société par le travail. Retrouver également sa dimension d'émancipation, puisque alors, nous, on parle dans le secteur de l'insertion, on dit insertion par l'activité économique. On n'est pas forcément dans l'emploi, mais on est dans l'idée d'une contribution de chacun à l'œuvre collective qui est la vie en société. Et donc, la dimension d'émancipation qui permet à chacun de trouver son petit quelque chose en plus, son intérêt, sa passion, son chemin, son fil conducteur tout à fait personnel, ça c'est quelque chose de très important également à mettre en avant. Et puis enfin, il y a une quatrième dimension au travail, c'est la dimension politique. Comment je travaille, comment j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie de travailler, pourquoi j'ai envie de travailler, pourquoi je me mets en retrait, voilà, des choses, des choix finalement que j'avais l'impression que les années 80-90, celles où j'ai commencé moi à travailler, ces années-là ont été un peu destructrices pour toutes ces dimensions riches du travail. Donc du coup, il m'est apparu que l'entreprise d'insertion par l'activité économique, précisément, c'était le lieu pour investiguer ces dimensions du travail. Et c'est vrai que dans les entreprises d'insertion, on partage cette conviction que l'activité est motrice pour le bien-être le bien vivre, comme vous disiez, des uns et des autres. Et on partage aussi une conviction que nul n'est inemployable. C'est ce qu'on dit, c'est le terme qu'on utilise. Nul n'est inemployable. Évidemment, tout le monde ne peut pas tout faire, mais chacun doit pouvoir trouver sa contribution à sa place dans la société, que ce soit apprendre le français de manière bénévole, pourquoi pas à des jeunes ou à des personnes migrantes, ou effectivement tenir un job managérial et orchestrer le travail des uns et des autres, peu importe, avec une rémunération qui peut être adéquate. Voilà les raisons de mon intérêt pour le travail et celui des entreprises d'insertion. Merci. Alors, on le sait, le corpus associatif joue également un rôle essentiel dans le bien vivre au travail. Antonin Grégoriou, est-ce que vous pouvez nous témoigner, nous expliquer le projet que vous pilotez? Ouais. Juste une petite question à la salle. Levez la main si vous connaissez Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Ah, super, merci. Ce sera plus facile, j'irai plus vite. Non, mais pour les autres, parce que je ne vais pas tout expliquer en détail. Simplement dire, ce qui est intéressant déjà, c'est le choix, c'est pour un travail du bien vivre. On aurait pu se poser la question entre travail et emploi, et vous l'avez un peu abordé déjà, cette différence. Peut-être Territoire Zéro Chômeur de longue durée, c'est défendre cette idée que le droit à l'emploi est inscrit dans la Constitution française, dans son préambule. Et donc la question, c'est comment finalement nous passons d'une obligation de moyens à une obligation de résultat sur ce sujet. Je rappelle une chose simple, il y a 615 000 emplois non pourvus dans ce pays. C'est un chiffre qui est sorti d'ailleurs il y a à peine 10 jours, que l'administration française a enfin sorti. Vous avez plus de 2,5 millions de chômeurs de longue durée au bas mot. Vous voyez bien, moi j'ai arrêté les maths très très tôt, à la fin du lycée, mais grosso modo, il y a un problème. Il faut créer des emplois dans ce pays. Si nous voulons résoudre la question du travail, il faut créer des emplois. Voilà. L'autre sujet qui est posé par Territoire Zéro Chômeur, c'est de se dire finalement, il y a beaucoup plus de travaux utiles à développer dans les territoires qu'il n'y a aujourd'hui d'emplois disponibles. La question, c'est comment on s'organise, et c'est ce que Territoire Zéro Chômeur, dans une certaine mesure, essaye d'apporter comme réponse dans sa méthodologie, de dire comment on va identifier ces travaux utiles au territoire, et on y reviendra tout à l'heure, pour créer des emplois supplémentaires de l'activité existante, à l'attention, nous notamment, des personnes qu'on appelle non pas chômeurs de longue durée, on n'aime pas ce terme, mais personnes privées durablement d'emploi. Et donc c'est tout le sujet qui est posé. Et le lien, peut-être en chapeau, par rapport au travail du bien vivre, eh bien, j'ai envie de dire, c'est la question, on a beaucoup parlé de la valeur travail, elle avait un peu disparu, mais sous Sarko et tout ça, la valeur travail, plutôt parlons de la valeur du travail et la question du travail de valeur. C'est ça la question qui est posée. Aujourd'hui, c'est comment on crée du travail de valeur. Et donc, on a quelques, comment dirais-je, fondamentaux que l'on porte.
on partage avec la FEI la question que nul n'est inemployable. Ça, c'est parfaitement vrai. Et donc, la question derrière de l'inclusion, et vous l'évoquiez, Nadia, dans votre propos liminaire, c'est un vrai sujet. Mais il y a aussi une question très simple, c'est quel travail nous créons pour notamment ces personnes. Alors, à Territoire Zéro Chômeur, on crée des entreprises où on crée des CDI à temps choisi. Je ne dis pas que c'est la seule façon d'arriver vers l'emploi et le travail, mais on voit bien quand même qu'il y a un enjeu, c'est si vous ne créez pas un travail qui sécurise aussi dans une certaine mesure, je pense que le CDI, c'est un peu le droit qui ouvre tous les autres droits. Quand vous avez un CDI, vous pouvez emprunter de l'argent pour acheter une bagnole, vous pouvez plus facilement demander un logement social, enfin un certain nombre d'éléments structurants, importants. Et puis la question aussi de la sécurité de l'argent qui rentre tous les mois, c'est assez bête, mais bon, je pense qu'on est tous concernés, et qui est posé. Et donc, le sujet, et je terminerai par là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais quel travail nous voulons. Et nous, dans Territoire Zéro Chômeur de longue durée, il y a un long débat, c'est le droit à l'emploi, mais quel emploi, en fait? Décent, de qualité, comment vous le qualifiez? Et c'est un vrai sujet. Derrière, c'est quelle société du travail nous voulons créer? Est-ce que c'est du Just Eat et du Uber Eats en obligeant des gens à courir le dimanche soir sous la pluie pour nous apporter un burger à peu près froid à 22h, ce qui est un scandale total? Enfin, faut arrêter tout ça. Ou est-ce que, par ailleurs, on se dit qu'il y a des personnes qui sont structurellement hors du marché du travail, en dehors de tout cela, et qu'elles peuvent apporter aussi avec leurs connaissances et leurs compétences la création de l'emploi dans leur territoire. Et je terminerai par un élément. L'État dépense déjà plus de 40 milliards d'euros par an pour le chômage de longue durée. 40 milliards. Je pense qu'on peut en prendre une grande partie et que de ce coût significatif, plutôt que de générer de la privation d'emploi, créer des emplois à l'échelle des territoires, près des personnes et des besoins des territoires. Merci Antonin. Mettre plus de sens, c'est aussi encourager le dialogue, Luc, Mathieu. Hein. Oui, alors c'est vrai que depuis ces dernières années, il y a eu quand même de multiples changements qui ont impacté le monde du travail. Globalement, c'est la désindustrialisation et la montée du travail de service, l'augmentation et le développement de la robotisation, les évolutions des outils de communication et de la gestion de l'information, le développement du travail à distance et du télétravail, et puis le développement aussi de modes de travail très différents, comme par exemple les travailleurs des plateformes, alors les livreurs et les VTC, mais aussi les travailleurs du clic et toute une série de travailleurs qui sont là-dedans. Ces évolutions, elles modifient profondément les modalités, le cadre du travail sur à peu près toutes ces dimensions, c'est-à-dire à la fois le management, les rythmes de travail, l'aménagement des espaces des entreprises, les aspirations des travailleurs aussi, les parcours professionnels, les compétences et aussi les modèles économiques. Et ces évolutions, elles se font dans un contexte très spécifique qui est celui de la transition écologique, c'est-à-dire ce n'est pas un sujet qu'on peut écarter. Et évidemment, cette transformation et cette transition écologique, elle impacte fortement la production des biens et des services. Et cette production ne peut plus se concevoir en dehors des impacts que ça peut avoir sur la nature en général et la société aussi. Voilà. Et d'ailleurs, de plus en plus de travailleurs souhaitent que leur travail n'ait pas d'impact négatif sur la société ou sur la nature. Elles se font dans un contexte où l'usage des systèmes algorithmiques et puis de l'intelligence artificielle générative depuis quelques années se développent et ont déjà des impacts sur le contenu du travail et transforment en profondeur certains métiers. Et ils se font aussi dans un contexte où il y a une montée, une évolution très forte des besoins des travailleurs de s'exprimer sur leur travail, de participer et de contribuer aux décisions qui ont un impact sur leur travail, parce que l'aspiration démocratique, elle ne s'arrête pas à la porte du bureau, elle ne s'arrête pas à la porte de l'usine, et il y a, plus aujourd'hui que peut-être à une certaine époque, effectivement des allers-retours qui vont dans les deux sens. C'est-à-dire, ce qui se passe dans l'entreprise a un effet sur la société. Il y a une étude qui est parue récemment qui montre que moins les salariés ont d'autonomie et de marge de manœuvre dans leur travail, plus ils votent pour le Rassemblement national. Donc ça veut dire qu'il y a une responsabilité quand même collective aussi là-dessus, dans les entreprises. Et l'aspiration démocratique à l'extérieur de l'entreprise, elle se veut aussi se développer à l'intérieur de l'entreprise. Alors malheureusement, ce n'est pas tout ce qui se passe, parce que d'après la DARES, aujourd'hui, il n'y a que 16% des salariés qui ont connu un changement
importants qui ont eu le sentiment qu'ils avaient pu peser sur ce changement. Et évidemment, globalement, c'est la même chose sur le développement, au moment du développement de l'intelligence artificielle et de l'ensemble des systèmes algorithmiques. Et donc, selon nous, sur un CFDT, il faut revitaliser le dialogue social, ce qui passe, à notre sens, par 3 grands axes de travail. Réinstaurer un dialogue social de proximité qui s'est affaibli depuis la mise en place des ordonnances travail de 2017. Je prends un exemple très simple. Moi, je suis dans une entreprise qui est sur le périmètre de Auvergne-Rhône-Alpes, avec 350 points de vente. Vous savez que dans le dialogue social, il y a les membres du CSE, les élus du CSE, et puis il y avait la possibilité de mettre des représentants de proximité. Il y a 0 représentant de proximité dans mon entreprise, et vous imaginez bien que l'équipe CSE qui doit aller à la rencontre de chaque point de vente, etc., vous imaginez ce que ça représente. Ça a évidemment des impacts forcément importants sur ce sujet-là. Il faut mettre en place évidemment des dispositifs où les travailleurs puissent s'exprimer sur leur travail, exprimer l'expertise qu'ils ont sur leur travail, faire des propositions pour transformer leur propre travail. Alors il y a 40 ans, à la suite des lois Auroux, le droit d'expression des salariés. Nous, on appelle ça aujourd'hui le dialogue professionnel, c'est-à-dire comment est-ce que on peut faire en sorte que les travailleurs s'expriment sur leur travail vraiment concret, etc. Et puis, évidemment, il y a la question de mieux associer les travailleurs à la gouvernance des entreprises et aux décisions stratégiques. Il y a des opportunités, notamment l'application de la directive CSRD qui donne un certain nombre de données aux travailleurs et la capacité des indicateurs extra-financiers qui donnent la capacité aux représentants du personnel de travailler là-dessus avec les directions. Mais c'est aussi la question de la gouvernance des entreprises, de la place des administrateurs salariés dans les entreprises. On est totalement ringard en Europe sur ce sujet. Il y a 28 pays, il y a 18 pays sur 28 pardon, qui ont des administrateurs salariés en Europe. La moyenne, c'est 1/3 des conseils composés de représentants des salariés. On en est très très loin. Il y a un vrai enjeu à développer ce sujet-là. Et à ce sens, les entreprises de l'ESS doivent montrer aussi l'exemple sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors, vous le savez, depuis le 1er janvier 2024, il y a une nouvelle directive européenne, la CSRD, qui impose pour le moment aux très grandes entreprises et PME cotées de publier leurs résultats extra-financiers. C'est un signal très fort qui valorise de plus en plus les indicateurs sociaux notamment et qui les impose aux grandes entreprises, mais bientôt toutes les entreprises seront concernées. Dorothée Bedock, qu'en pense l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ? Alors, nous, on trouve que c'est une très bonne chose, dans la mesure où on n'a pas attendu, pour le coup, les directives pour justement travailler à la mise en place d'engagement employeur pour la qualité de vie au travail, pour travailler aussi sur une marque employeur qui soit plus attractive, puisque, comme beaucoup de secteurs en France, on a un déficit aussi de recrutement, puisqu'on a environ 100 000 emplois vacants au sein de l'ESS pour environ 2 millions de salariés. L'UDES, c'est 16 branches, donc avec une diversité de secteurs professionnels importants. Donc on s'est mis au travail avec cette diversité pour s'interroger justement sur quels employeurs nous souhaitions être, de quelle manière nous travaillons sur l'attractivité de nos associations, fondations, il y a diverses formes juridiques, de manière à devenir plus attractif. Donc on a travaillé sur un outil pour l'ensemble des branches qui s'appelle Valores, qui permet de mesurer à la fois l'impact social, mais aussi l'impact environnemental, on a environ sur les indicateurs internes, environ 56 indicateurs qu'on a mis en place. On s'est engagé également à revenir régulièrement mesurer justement la mise en place des mesures qui sont indiquées. On est parti d'un diagnostic puisqu'on a mené un sondage via Voice qui nous a permis aussi de cibler les attentes des salariés de notre secteur, parce que nous, on vit quand même le paradoxe qu'on a beaucoup de
de salariés qui sont attirés par notre secteur en disant justement, on a des métiers qui ont du sens. Néanmoins, on connaît, comme tous les autres secteurs, ces problématiques de recrutement et un déficit aussi d'entrée dans nos centres de formation, puisqu'on a moins 16%, en tout cas pour le secteur sanitaire, social et médico-social, puisque moi je suis à Nexem, dans cette branche qui donc travaille sur des métiers du soin, beaucoup. Donc comme à l'hôpital, on a exactement les mêmes constats qui ont pu être faits, sauf que nous, on a pour le coup des grilles de classification et de rémunération surtout, qui ne nous ont pas permis de mettre nos salaires à la hauteur des attentes des salariés et des attentes qui sont souvent légitimes, surtout en période post-inflation. Donc ce qu'a révélé ce sondage, c'est que 44% des salariés recherchent tout d'abord une bonne qualité de vie au travail, un salaire juste pour 39% d'entre eux, de l'autonomie et des responsabilités, pour rejoindre ce que disait mon voisin de droite, à 30%, et des perspectives d'avenir à 27%. Donc on a évidemment travaillé au travers des conventions collectives à construire aussi des parcours, parce que si nous on revendique des actions de la part des entreprises, on doit s'assurer en tant que fédération et confédération pour certaines, que les conventions collectives permettent ces impulsions. Donc ça commence, j'ai envie de dire, par là, mais ça passe aussi par l'accompagnement des fédérations et puis de leurs adhérents, bien sûr, employeurs directement, pour leur offrir des outils qui leur permettent d'avancer sur ces sujets. Donc on s'est penché, nous aussi, sur la question environnementale parce que on est dans un secteur où on vient rechercher des valeurs. Nous nous sommes dit qu'il fallait être des employeurs exemplaires de ce point de vue-là, dans la mesure où c'est aussi ce que recherchent de plus en plus les jeunes, et à juste titre, quand ils cherchent à rejoindre une entreprise. Donc on a en fait, nous, un grand plan aussi sur la question environnementale, qui doit passer là également, puisque c'est quelque chose que prônent les employeurs engagés de l'UDES, c'est de passer par le dialogue social, qui est pour nous essentiel, c'est-à-dire que toutes ces questions-là doivent être dialoguées, y compris sur la question de l'environnement, puisque ça passe aussi par le verdissement des métiers. On a mis en place des formations en ce sens aussi, pour sensibiliser toutes les équipes qui travaillent dans nos structures sur ces sujets-là. Voilà, donc on a une action très concrète et on l'a fait avant la mise en place de ces obligations, parce qu'on est convaincu que c'est absolument indispensable. Merci Dorothée. Je le rappelais en introduction, l'intelligence artificielle inonde progressivement la société, ses codes, ses usages, et elle impacte bien sûr le travail aussi, les façons de travailler. Jeanne Bretéché, donc vous pilotez un mouvement européen engagé dans la transition numérique des acteurs de l'économie sociale. Alors expliquez-nous en quoi l'intelligence artificielle peut être une opportunité pour améliorer les conditions de travail des acteurs de l'ESS. Merci beaucoup. Moi, je voulais commencer par dire, parce que je ne suis pas intervenue en introduction, que je suis assez émue et fière d'être là et surtout d'être avec vous. Je pense que ça fait du bien de se voir, de sentir qu'on est solidaires, qu'on est ensemble. Et merci Nadia pour votre témoignage. Donc, on est une grande famille et c'est hyper important pour se réénergiser là, à l'aube des grands combats qu'on doit mener sur le terrain et pas via le numérique, parce qu'il faut recréer du lien plus que jamais. Voilà, d'être là. Donc merci à tous et toutes. Avant d'enchaîner sur les enjeux du numérique. Alors, j'ai peut-être commencé par redéfinir peut-être même la notion de travail qui a été requestionnée, comme le disait Luc Mathieu, par la transition numérique. Simon Quentin-Marx a écrit récemment sur les difficultés du travail associatif notamment. On peut l'étendre au travail coopératif souvent. Et le burn-out militant. Je pense qu'il ne faut pas négliger le rôle du numérique dans ce burn-out, parce qu'en fait, on a subi l'explosion des outils numériques, notamment
au travers de la crise sanitaire. Et aujourd'hui, on est complètement débordé par les sollicitations multiples, donc les réseaux sociaux, les 5 messageries, les 3 adresses e-mail qu'on a à titre personnel, professionnel et bénévole ou titre de dirigeant d'organisation de l'ESS quand c'est le cas. Et tout ça rend évidemment les choses assez compliquées. Et effectivement, le numérique a aussi ubérisé le travail. Donc tout ça, c'est... il ne faut pas se voiler la face et je ne veux pas être une technophile béate. Ce n'est pas du tout le sujet. J'irais même jusqu'à dire qu'en fait, on ne s'en est pas rendu compte, mais on est tous devenus bénévoles des grandes plateformes. On travaille tous gratuitement pour monétiser, pour qu'ils puissent monétiser les données qu'on leur offre. Donc en fait, oui, le travail a complètement changé de forme aujourd'hui. Ça, c'est important de le rappeler. Et ce qui se profile ne va rien arranger, parce que c'est 300 millions d'emplois qui sont directement menacés aujourd'hui par l'intelligence artificielle. C'est 1/4 de l'activité mondiale, hein, selon Goldman Sachs. Et ce sont encore les mêmes qui vont être impactés de plein fouet, les jeunes, parce que les activités des débutants vont pouvoir être remplacées par l'IA, et les seniors. Voilà. Qui va devoir récupérer les pots cassés, réparer les dégâts, comme d'habitude, c'est l'ESS, sur le terrain, les acteurs de l'IAE par exemple. Et est-ce qu'on est préparé à ça? Je pense pas tout à fait. Et je pense que c'est un impensé politique de manière générale. Alors, il y a quand même des raisons d'espérer. Et pour reprendre les propos de Bernard Stiegler, parti trop tôt, mais qui est un des grands penseurs des liens entre technologie et impacts sociétaux, la technologie, elle est capable du pire comme du meilleur. Donc c'est aussi à nous, consommateurs individuels, mais aussi consommateurs au niveau de nos organisations, de nous positionner pour influer sur les impacts demain de l'IA. On n'a peut-être pas suffisamment pris ce pli-là sur la révolution numérique qui est derrière nous. Il ne faut pas qu'on loupe la prochaine. Et j'ai demandé à certains de nos membres de me partager des expériences vécues qui confortent ce qu'on a observé depuis qu'on a créé l'association. Il y a quand même encore largement un sentiment de défiance, voire d'opposition au changement numérique dans l'ESS, qui s'explique tout à fait parce que tout ce que j'ai expliqué avant. Mais en fait, on s'épuise quand même à nager à contre-courant plutôt que de prendre le courant et d'essayer de l'orienter correctement, je pense, aujourd'hui. Et il est plus que temps de co-construire une vision et un projet politique autour du numérique dans l'ESS. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a des pionniers, des héritiers des Internets, des premières lueurs, des premiers espoirs démocratiques et voilà, du partage de connaissances universelles, des premières heures d'Internet qui ont en fait porté à bout de bras ces projets-là avec les moyens du bord, en faisant des sacrifices énormes. Et on a aujourd'hui des solutions numériques dans l'ESS, des alternatives, notamment dans les coopératives où on a des compétences numériques de dingue. On a des plateformes coopératives alternatives aux grandes plateformes. Vous connaissez le label Emmaüs. Il y a Fairbnb qui est l'alternative Airbnb. On en a plein. On a aujourd'hui des coopératives de données qui se créent. On a des communs numériques qui permettent de collecter des données citoyennes pour mieux informer les consommateurs, comme Open Food Facts. On a des acteurs de l'IAE qui reconditionnent du matériel numérique. En fait, on a une grande famille de l'ESS numérique dont personne n'a vraiment dessiner les contours. C'est ce qu'on s'attache à faire aujourd'hui au SOGA, pour dire on a un pouvoir d'agir dans notre famille, on a des compétences. Maintenant, il faut mieux les partager. Et j'oubliais, et c'est hyper important, les acteurs de l'éducation populaire qui ont créé les mouvements d'inclusion numérique et de médiation numérique avec les moyens du bord au début et avec des politiques publiques qui ont été cherchées à bout de bras. Donc vraiment, on a les solutions. Maintenant, il faut une vision et un projet politique. Merci beaucoup. Joséphine Delpera, vous en parliez de la jeunesse qui est
plus engagés en fait qu'on ne le croit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ressemble le visage de cette jeunesse engagée dans ce travail du bien vivre en 2024 ? Merci beaucoup et merci de rappeler effectivement que quand on a préparé cette table ronde, on a abordé le travail pas seulement sous sa forme rémunérée, mais aussi au sens de la contribution qu'on peut apporter à la société. Je crois qu'ici, on est à peu près toutes et tous alignés sur cette approche-là. Les jeunes qu'on accompagne, nous, la plupart sont dans des associations étudiantes. Donc, de fait, ils ont déjà la chance de pouvoir être maintenus dans un système où ils sont dans l'enseignement supérieur, ils sont en études et ils se projettent sur des postes à plus long terme. Toutefois, ces jeunes-là, ils s'engagent et prennent du temps, malgré beaucoup de freins dont je voulais parler aujourd'hui, que sont la précarité étudiante. C'est des chiffres que vous avez peut-être entendus, COP en solidarité étudiante à l'hiver, qui rappelait qu'un étudiant sur 2 est amené à sauter au moins un repas pour raison financière. On a 20% des jeunes de moins de 30 ans aujourd'hui qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et parmi les bénéficiaires toujours de COP 1, on a 83% d'entre eux qui cumulent emploi et études. 83%, c'est un chiffre massif. COP 1, c'est de la distribution alimentaire. Donc sur la question toujours de l'assistanat et des jeunes, qui sont des thèmes récurrents du débat public aujourd'hui, on voit bien qu'au contraire, on s'engage malgré, en dépit de cette précarité-là. Il y a la question du temps qui en découle aussi quand on est obligé de cumuler études, travail, trouver le temps de s'engager. C'est compliqué. Et pour autant, on a, selon l'INJEP, l'Institut national jeunesse éducation populaire, on a 3 jeunes sur 10 qui trouvent le temps de faire du bénévolat dans le cadre de leurs engagements. Donc c'est quand même une contribution précieuse à la société. Dans quoi ils font du bénévolat? Là où ils trouvent des perspectives pour le faire. C'est-à-dire que le secteur jeunesse, avant tout, et le secteur culture et loisirs sont les 2 entrées principales dans lesquelles ils s'engagent, parce que c'est un engagement très concret. On voit tout de suite, c'est palpable, sa contribution à la société. Et ensuite, évidemment, la question de l'environnement continue de grimper en flèche. Et c'est vrai que c'est une perspective d'engagement personnel et professionnel en termes d'aspiration pour eux. Donc voilà, ça c'est déjà en termes de grandes lignes thématiques. Mais l'engagement aujourd'hui, il est devenu très différent de celui des jeunes qui rêvaient au grand soir, qui liaient systématiquement l'engagement à la question de l'appartenance à un parti politique ou à un syndicat. Aujourd'hui, c'est The Conversation qui a fait une enquête en 2023. C'est seulement 20% des jeunes interrogés qui trouvaient que c'était une bonne manière, une manière claire de s'engager, alors qu'à l'inverse, le boycott d'entreprises ou de produits non vertueux était à près de 40%. L'appartenance à des associations, à des collectifs citoyens aussi était très haut et bien perçu. Donc il y a cette nécessité d'ajuster un petit peu la manière dont on communique et on présente l'engagement aujourd'hui. Et ces engagements-là, ils ne sont pas qu'individuels, c'est une aspiration collective, mais c'est une aspiration aussi pour leur cadre professionnel. Spoiler alerte, les jeunes aussi font attention à leur niveau de rémunération. Spoiler alerte, les jeunes aussi n'aiment pas les contrats précaires et les contrats temporaires et aimeraient bien des CDI. Et aussi, ils veulent pouvoir concilier leur vie professionnelle et personnelle, peut-être en l'affirmant un peu plus facilement qu'avant. Et surtout, ça c'est toujours l'INJEP qui le dit, c'est pas moi, 46% d'entre eux font attention au contenu du travail qui leur est proposé, c'est-à-dire à avoir un travail qui fasse sens. C'est ce que vous avez toutes et tous rappelé ici. Donc quand on peut partager ses valeurs professionnelles et personnelles au même endroit, c'est génial. Nous, on accompagne beaucoup de jeunes justement qui sont en difficulté pour trouver de l'emploi, qui sont parfois éloignés des études et qui découvrent avec nous dans un dispositif qui s'appelle Propulse le secteur de l'ESS.
Et généralement, ils nous disent « c'est quoi ça? Pourquoi j'en ai jamais entendu parler ?» Mais c'est souvent une bouffée d'air frais et une manière de se projeter très différemment dans la suite de leur parcours professionnel. Donc on y reviendra, je crois, sur les attentes tout à l'heure. Oui, alors d'ailleurs, hein, c'est vrai que dans la deuxième vague de questions que j'allais vous poser, c'était un peu vos solutions et vos préconisations avec les différentes casquettes que vous pouvez cumuler chacune et chacun. Je vois que le temps file, donc je vais vous redonner la parole, mais si vous pouviez être un petit peu, comment on dit, vif et succinct pour nous donner vos préconisations. Anne-Sophie de Boulois, quelles sont, vos préconisations? Je le rappelais, vous représentez la Fédération aussi des entreprises d'insertion. Allez-y. Oui. Effectivement, je pense que les entreprises d'insertion sont un outil pour changer le travail de manière générale et l'amener vers une contribution au bien-être des uns et des autres. C'est vrai que déjà, la première chose, vous en parliez, c'est que nous obligeons à des emplois à temps plein. Et des emplois à temps plein pour que la rémunération, en conséquence, permette une vie à peu près décente, juste à peu près décente. Le deuxième effort qui est fait, c'est essayer d'éviter le travail morcelé, le travail en coupure, enfin tout ce qui fait que, au final, le travail peut être une croix et une difficulté de mise en œuvre sans nom et un frein sur la vie sociale, la vie familiale et donc précariser les personnes. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur l'hôtellerie, qui est un secteur qui n'est pas franchement dans l'économie solidaire et sociale, on a mis l'accent sur l'autonomie. L'autonomie, j'étais très très heureuse d'entendre que l'autonomie éloignait, dans le travail, éloignait les personnes d'un vote extrême. Et effectivement, avoir de l'autonomie dans son travail, pouvoir choisir comment elle est mise en œuvre, avoir la vision de l'intégralité d'une chaîne de valeur, en y contribuant si possible par petits morceaux autant que la technique le permet, moi ça me semble être tout à fait indispensable, quel que soit le travail. Il y a des missions, nous on a un travail, nettoyer une chambre d'hôtel, c'est un travail qui est difficile, qui est pénible, qui est peu valorisé, mais il faut réfléchir, il n'y a rien à faire, il faut réfléchir à la manière de rendre cette tâche indispensable pour les clients. Il faut réfléchir à la manière de rendre cette tâche, comment dire, un tant soit peu valorisée et comment dire, interactive avec la structure dans laquelle elle s'exerce. C'est important aussi, par exemple, nous on a observé que dans l'insertion par l'activité économique, on parle des encadrants. Les encadrants sont les personnes qui travaillent avec les salariés en insertion, qui leur permettent d'apprendre et puis de réaliser leur mission. Moi, je dis toujours que le client est un formidable encadrant technique. C'est-à-dire, autant nos salariés, parfois, peuvent avoir des difficultés avec les codes de la hiérarchie, les codes de la consigne, les codes des relations avec les collègues, peut-être pour des raisons interculturelles. Mais alors, un client, c'est beaucoup plus spontané. On sait ce que veut un client et du coup, la mise en relation directe d'un salarié en insertion, quelle que soit sa difficulté d'expression, quelle que soit son aisance, sa facilité physique à s'intégrer dans le travail, tout de suite, la mise en contact avec un client lui permet de comprendre beaucoup de choses et il est souvent rapidement, beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit, adéquat. Voilà. Et toutes ces... Alors, bon, après, il y a des tas d'innovations. On sait que les entreprises d'insertion ont été parmi les premières. Par exemple, je parlais du travail en première qualification. Dans les entreprises de nettoyage, cette idée de travailler tôt le matin et tard le soir pour ne pas déranger les travailleurs en col blanc
qui eux travaillent dans la journée. Bon, ça c'était peut-être pratique pour les travailleurs en col blanc, mais en fait ça sépare effectivement les catégories de travailleurs les uns des autres. C'est pas du tout une bonne idée et ça crée donc des emplois difficiles à tenir. Donc les entreprises d'insertion ont été parmi les premières à discuter avec leurs clients d'un travail de nettoyage des bureaux pendant les heures de travail, de manière à ce qu'il y ait une interaction, mais surtout à ce que l'emploi soit plus pratique pour les salariés en insertion. Je pense que toutes ces innovations, ces réflexions sur la mise en œuvre du travail dans les entreprises d'insertion, elles sont reproductibles, c'est-à-dire elles sont parfaitement transposables dans les entreprises classiques, que ce soit au titre d'une RSE qui serait un peu intéressée, pas uniquement par les questions environnementales ou des choses un petit peu visibles, un petit peu voyantes, ou par des notions de bonheur au travail, ce genre de choses, mais aussi par un véritable partage du travail en train de se faire dans les entreprises. Toutes ces choses auxquelles on réfléchit, qu'on met en œuvre, même c'est pas seulement des réflexions, elles sont parfaitement adaptables pour les entreprises. Il y a aussi les questions de formation. Une dernière, parce que la dernière. J'avais dit en une minute. Les formations, nous habituons, enfin les entreprises d'insertion, elles recrutent pour décruter. Hein, donc on recrute nos salariés restent avec nous en moyenne 11 mois. Ouais. Bon, c'est une moyenne qui ne veut pas dire grand-chose, mais bon, c'est la moyenne. Donc on recrute des personnes, nous les formons et ensuite elles partent quand elles sont prêtes. Elles partent dans d'autres entreprises. Bon, c'est un gros effort quand même. Hein. Ça peut même être un crève-cœur hein, de laisser partir des salariés qui sont parfaitement au point. Mais ça nous amène à les former dans des compétences dont nous n'aurons pas à profiter. Mais ça, c'est l'avenir, ça. Bien sûr qu'il faut que les entreprises se fassent à l'idée qu'un salarié, il passe, il a un avenir, il va aller ailleurs plus tard. Et c'est pour le bien de l'ambiance générale de cette entreprise. Merci Anne-Sophie. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions à poser à nos intervenants? N'hésitez pas à lever la main. Non, pour le moment. Alors, je peux continuer. Antonin Grégorio, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être quelles sont les méthodes à mettre en œuvre pour créer du travail qui a du sens et une utilité au sein des territoires? Oui, très rapidement. En fait, ce que je trouve dans la table ronde, en écoutant tout le monde, c'est pour bien vivre, faut-il travailler? Et notamment, je me souviens, en 2017, il y avait un candidat à l'élection présidentielle, pas tout à fait étranger à ESS France, qui avait un peu posé la question de manière frontale avec un revenu universel et tout ça. Et c'est intéressant, et je pense notamment avec l'IA, ce que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'on est dans une logique encore de destruction créatrice schumpeterienne? Est-ce qu'on est en train de créer un secteur quaternaire après le secteur tertiaire? Est-ce que cette fameuse théorie du déversement va se poursuivre? Est-ce que finalement on va créer autant d'emplois que notamment le numérique et l'IA en détruit? En vrai, aujourd'hui, personne ne le sait véritablement. Mais du coup, ça pose la question fondamentale de est-ce qu'il y a une raréfaction du travail ou pas? Et par ailleurs, qu'est-ce que le travail? Est-ce que ça se résume à l'emploi et ainsi de suite? Moi, je crois profondément, en tout cas pour ma part, je crois au travail. Non pas comme trépalium, instrument de torture dont il est l'étymologie vient, mais effectivement comme lieu d'émancipation et surtout un lieu de sociabilisation qui peut donner du sens. Après, la question, c'est quel travail l'on crée. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense que c'est la question des lieux où l'on discute de cela. Aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. On nous bassine tous les jours du devoir de travailler, l'emploi, 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 l'emploi. Où est-ce que localement, près de chez vous, vous pouvez parler d'emploi? Franchement, dans très peu d'endroits. Donc ce que nous, on dit chez Territoire Zéro Chômeur, c'est d'abord, il faut arrêter de parler des gens comme des bénéficiaires, ce genre de choses. Il faut remettre on est dans une démocratie, c'est des personnes en fait. Et donc, il faut convier les personnes à des espaces de discussion sur quel emploi ils veulent créer, en proximité là où ils vivent. Et donc nous, on a inventé un terme qui a été repris d'ailleurs par France Travail, qui s'appelle le comité local pour l'emploi, où on dit ce comité local pour l'emploi, il doit être l'espace où toutes les parties prenantes de l'emploi sur le territoire discutent ensemble d'une stratégie. Comment on crée de l'emploi territorialement? C'est nos amis des entreprises d'insertion, mais c'est nos amis du service public de l'emploi, je pense à France Travail, c'est nos amis des syndicats, patronaux et salariés, bref, les entrepreneurs locaux, mais aussi surtout les personnes privées durablement de l'emploi.
et qui puisse s'exprimer au même titre que toutes les autres parties prenantes. Et d'ailleurs, il y a quelque chose, j'arrêterai là, mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire. On a un système qui, après la guerre, on a pu créer l'assurance chômage. Nous nous assurons, alors de moins en moins avec les dernières réformes, parce que le système de cotisation, j'y en passe, mais contre le risque du chômage. Mais où est-ce que l'on s'assure d'un emploi? N'y aurait-il pas à inventer, parce qu'on essaie d'ouvrir, je crois, des perspectives, finalement, au-delà, il y a l'assurance chômage, très bien, mais après, comment créons-nous une assurance emploi? N'y aurait-il pas une nouvelle branche de la sécurité sociale à créer qui nous couvrirait collectivement contre le risque de la privation d'emploi? Je rappelle qu'on a créé une branche autonomie à la sécurité sociale en une nuit à l'Assemblée nationale. C'était assez fort d'ailleurs, enfin, passé à bas bruit, mais c'est extraordinaire en fait ce qui s'est passé. Et en fait, c'est ces grands leviers qu'il faut que l'on actionne collectivement et pour lesquels il faut poser la question. Quelle est la place de ce travail? Comment on crée des emplois décents, en proximité, qui permettent naturellement de lever j'aime pas cette expression, les freins, parce qu'un frein, en général, c'est pour nous sauver, on appuie dessus quand on en a besoin, les fameux freins périphériques. Non mais, et comment on résout ça? Nous, on propose, on va être très humble, hein, on a créé en 8 ans 3100 emplois. Tout doux, enfin, on va pas s'énerver. Mais la question est quand même de se dire, est-ce qu'on n'a pas là créé un espace, ce comité local, où d'ailleurs, notamment, on réhabilite une parole très décriée, qui est la parole du politique, parce que notre comité local pour l'emploi, et c'est volontaire et ça nous différencie d'autres acteurs, présidé par l'élu local, et essayer de remontrer aussi que les élus locaux, c'est les seuls qui sont légitimes à parler parce qu'ils sont élus par leurs pairs, par nous-mêmes, et d'autre part, qui sont en capacité aussi de participer d'une grande stratégie territoriale, notamment en l'occurrence nous sur l'emploi. Merci beaucoup. Toujours pas de questions dans l'Assemblée? N'hésitez pas. Je crois pas, hein, pas encore. Ils sont timides ce matin, le temps qu'ils se réveillent un petit peu. Luc, Mathieu, de votre côté, quelles sont les solutions à mettre en œuvre prioritairement pour que l'ensemble des travailleurs soient épanouis? Vaste question. Bon, je vais aller très vite en 4 points, mais 4 points, c'est aussi beaucoup de travail derrière. Hein. Pour être heureux ou pour bien vivre son travail, d'abord, il faut en avoir un. Ça paraît évident, mais ce n'est pas tout à fait le cas pour tout le monde, comme ça vient d'être dit. Il faut avoir un travail, si possible, qui soit pérenne. Donc derrière, ça tire, enfin, je vais dire ce que ça tire après. Il faut un travail qui soit justement rémunéré. Et il faut un travail qui soit reconnu à sa juste valeur. Et donc, ça s'attire un certain nombre de sujets. On va dire la question des rémunérations, la question du partage de la valeur. Il y a une table ronde tout à l'heure, je crois, sur le sujet. La question des temps partiels subis, des contrats courts et la question globale de l'évolution professionnelle. Voilà. Deuxième point, il faut pouvoir bien faire son travail, c'est-à-dire de ne pas s'abîmer la santé à son travail, avoir globalement donc de bonnes conditions de travail, avoir les moyens de faire un travail de qualité, pouvoir s'exprimer sur ce qui ne va pas, pouvoir faire des propositions sur les améliorations et les matières de faire ce travail-là. Et donc, ça tire les sujets on va dire de management, de dialogue professionnel dont je parlais tout à l'heure, mais aussi les questions de santé au travail, de prévention des risques, et aussi d'organisation du travail qui doit devenir un objet de dialogue social, ce qu'il n'est absolument pas aujourd'hui. Troisième point, il faut pouvoir articuler harmonieusement son travail et les autres temps de sa vie. Donc c'est la question de l'articulation des temps avec la question du droit à la déconnexion dans l'environnement numérique. Et nous, on a proposé aussi la création d'un nouveau droit qui serait le compte épargne-temps universel, qui a fait l'objet d'un accord minoritaire avec l'UDP qui devait être intégré à une loi dont on ne sait pas si elle verra le jour un jour. L'avenir nous le dira. Et puis, dernier point, il faut avoir un travail qui a du sens, ou à tout le moins qui ne contrevient pas à ses valeurs et qui prend en compte les effets sur la société et sur l'environnement, parce que c'est vraiment une aspiration qui monte de manière très importante chez les salariés. Voilà, j'ai été court. C'est parfait. Merci beaucoup. Dorothée Bedoc, vos recommandations à vous? Oui, alors je vais partager un certain nombre de remarques qui ont été faites par mon collègue. Nous, on croit beaucoup au management. Une fois qu'on a le cadre nécessaire pour justement que les entreprises puissent déployer leurs projets, il est nécessaire de travailler sur le management pour que tout ça vive bien au sein des structures. Donc, moi, je vais parler là pour Nexem. On a, nous, un grand plan justement
entre guillemets, révolution managériale, parce que nous, on est dans une période de changement auprès des managers de nos structures pour moderniser le management, s'approprier aussi les évolutions qui ont eu cours ces dernières années en matière de cadre d'entreprise et faire en sorte pour cela que les salariés puissent contribuer au projet. C'est-à-dire que le sens, il est là aussi, c'est savoir dans quel projet on œuvre au quotidien, même si très concrètement, nous, on est sur tous nos cœurs de métier dans le sanitaire, social et médico-social, eh bien, sont des métiers de la relation. On a des salariés qui ont parfois du mal aussi à savoir en quoi ils ont réussi ou pas, hein, puisque eh bien, de tout ce qui est justement humain, c'est parfois compliqué de mesurer sa réussite. Donc, il y a aussi la question du projet, de savoir comment on le réoriente petit à petit en fonction des besoins et ces besoins évoluent sans arrêt. Donc, il faut pouvoir contribuer. Voilà, donc tout ça passe aussi par le dialogue social. Et on a, nous aussi, dans notre branche, un autre sujet qui est aussi de protéger nos salariés, de prévenir, puisqu'on a un certain nombre de risques qui existent, hein, comme dans tout secteur professionnel. Et je salue la FEAP qui est dans la salle également, avec qui on a ce projet qui est de créer un organisme paritaire de prévention des risques pour aider nos associations à s'outiller pour justement faire en sorte que leurs salariés soient mieux protégés demain des risques que comporte le travail, parce que le travail, c'est ça aussi. Et nous, on ne le nie pas, et au contraire, hein, on le prend en charge de manière à faire en sorte que nos salariés soient le mieux possible dans leur quotidien de travail. Merci. Jeanne, est-ce que vous pouvez nous dire un mot pour conclure? Alors, je vais essayer d'être brève. Alors, pour rebondir sur les propos précédents, Goldman Sachs nous dit aussi que c'est 7% de croissance qui vont être générés par les gains de productivité liés à l'IA demain. Donc, en effet, le sujet, c'est comment on redistribue la valeur. C'est pour ça que l'ESS a toute sa place dans ce débat et qu'elle doit être présente dans ce débat, qui est éminemment politique. Aujourd'hui, je reprends les propos de Claire Toury hier, hein, notre fonction de corps intermédiaire a été mise à mal et on a intégré notre impuissance, et sur le numérique, on n'en parle même pas. Donc il y a 3 points pour nous de vigilance absolue. Il faut réussir à développer une vraie culture, une vraie communauté numérique de l'ESS, une démocratie numérique en fait de l'ESS, pour profiter des gains de productivité liés à l'IA quand c'est légitime et quand ça peut aider nos causes. Et puis pour développer aussi des compétences adaptées à l'ère de l'IA. Et ça peut aussi être des compétences d'accompagnement pour réparer les dégâts de l'IA. Hein. J'intègre ça. Deuxième point, la donnée, c'est une des clés. Alors, on a parlé de valeur ESS. Eh ben, il faudrait généraliser ce type d'initiative parce que bien utiliser et maximiser l'utilité de l'IA, c'est avant tout maîtriser ces données. Donc, il faut que les données de l'ESS arrivent à faire la preuve de son utilité économique, sociale, environnementale demain. Ça, c'est absolument clé. Et donc ça s'organise. Et puis le troisième point, c'est, je le redis, le numérique, c'est politique. Donc il faut représenter l'ESS dans les instances politiques où on discute de l'avenir numérique, des réglementations, pour que le modèle numérique européen demain ait aussi un lien avec les valeurs de l'ESS et les redistributions qu'on promeut. Et c'est extrêmement important. Voilà. Et donc pour conclure, plus que d'intelligence artificielle, on a plus que jamais besoin aujourd'hui d'intelligence collective. Voilà. Merci. On finit avec la jeunesse. Joséphine Delpera, le mot de la fin, il est pour vous, très rapidement. Oui, très rapidement. Vous avez répondu, je crois, sur les questions de précarisation et de pérennité de l'emploi qui sont des enjeux majeurs. Continuer aussi de voir et donner à voir le secteur de l'ESS comme une perspective d'emploi et pas juste un endroit où on passe en tant que bénévole dans son parcours de vie pour faire une bonne action. Je pense que ça, c'est important. Continuer de valoriser aussi les modes de gouvernance qui sont différents. Il y a de plus en plus d'aspiration à ces formes d'horizontalité.
continuer d'intégrer les valeurs très fortes de lutte contre les violences faites aux femmes, de lutte pour l'environnement. Voilà, de donner du sens à cet emploi, ça va être précieux. Et puis, continuer de ne pas avoir peur de parler de semaine à 4 jours et de télétravail et de lutte contre le burn-out aussi. Je pense que les jeunes viendront plus facilement. Merci beaucoup à tous les 6 pour vos témoignages.